Et bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver sur Radio Fringale. Ça y est, le Giro, ça approche de plus en plus. J-6 avant le départ de ce Giro d'Italia. Et oui, il faudra se réveiller de bonne heure puisque le Giro ne part pas cette année un samedi mais bien un vendredi. Et donc c'est avec plaisir aujourd'hui que c'est peut-être l'émission la plus importante puisqu'on va parler de ceux qui vont briller, des grimpeurs des cimes, mais également de ceux qui vont devoir limiter ou gagner du temps sur les contre-la-montre, qui vont devoir faire attention sur chaque étape de ce Giro. On va évidemment discuter des favoris du Giro et s'imaginer qui va remporter cette belle édition du Giro d'Italia. Et pour ça, avec moi, j'ai réuni la crème de chez Radio Fringale. Vous le connaissez bien, c'est Poppy. Comment ça va, Poppy ? Salut à tous, salut Titien. Écoute, très content. L'arrivée du Giro, c'est toujours une période que moi j'aime beaucoup. L'arrivée des beaux jours et puis surtout, c'est une course que moi j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup le Giro, beaucoup les paysages, beaucoup l'ambiance qui se dégage et voilà, cette année on a un Giro qui est peut-être l'un des plus ouverts des dernières années. Donc je pense qu'on va bien avoir s'en mettre sous la dent, j'ai envie de dire. Ouais, on sait, Poppy, que t'as repris un petit peu les fringues à live cette année. Est-ce que on va avoir quelques fringues à live à se mettre sous la dent pendant ces 3 semaines ? Évidemment, Titien, Ah, évidemment qu'on va en avoir. super, on va bien s'éclater. En tout cas, on est super bien accompagné puisque vous avez un pilier. Il est là chez Radio Fringale depuis la première heure. C'est Adri. Comment ça va, Adri ? Salut Titien, salut Poppy, salut tout le monde. Écoute, ça va, pleine forme. Hein. J'ai pu aller faire une belle sortie de 4 heures aujourd'hui sous 30 degrés. Voilà, pour un 1er mai. Donc du coup, c'était chouette, bien profiter. Et j'espère qu'il me reste encore assez de lucidité pour défendre mes pronostics pour le Giro qui arrive. Et je suis très très content de parler de cette course. Hein, comme vous savez, je pense que c'est un des grands tours que je préfère suivre et peut-être devant le Tour de France parce qu'il y a vraiment je trouve une atmosphère et une magie dans le Giro qui est particulière et voilà, je crois que je sais pas si je l'ai peut-être déjà dit, mais ça remonte un petit peu à longtemps, donc je vais le redire. Il y a Steve Morabito qui comparait les deux grands tours, le Giro et le Tour, et qui disait que en fait, au Tour, il avait l'impression que d'être dans un zoo et les spectateurs venaient voir les animaux, alors que sur le Giro, il avait l'impression d'être dans un musée et d'être l'œuvre d'art admirée. Donc, j'aime beaucoup la comparaison et ça en dit pas mal aussi sur ces deux courses qui sont finalement assez différentes. Ouais, tout à fait. Et toi aussi, Poppy, c'est un peu ce que ça t'inspire, le Giro, ce côté un petit peu mythique. Ouais, c'est une course complètement mythique et là où je rejoins Adri, typiquement, le Tour de France, c'est vraiment l'impression d'avoir un zoo. Voilà, on le voit depuis maintenant quelques années. Les coureurs sont un peu malmenés en course par le public. On se souvient de pas mal de chutes ou de faits de course qu'on n'aime pas voir. Alors que voilà, sur ce Giro, on a souvent du très beau spectacle et je trouve beaucoup de respect envers les coureurs. On a eu sur les 10 dernières années quand même énormément j'ai envie de dire de coups d'éclat. Voilà, on se rappelle par exemple de la chute de Kruijswijk qui perd le Giro. On se souvient aussi de Chris Froome qui en 2018 renverse complètement le fait. On se souvient de cette montée de Montelussari il y a 2 ans en 2023 avec voilà Primož Roglic qui vient chipper le Giro à Geraint Thomas. Voilà, on a toujours eu des super moments sur le Giro et puis voilà la course escalée avec souvent ces sommets enneigés en plein mois de mai en Italie. Ouais, c'est clairement une course mythique. Ouais, tout à fait. En espérant que aucun de ces beaux sommets enneigés ne soit annulé cette année pour cause de mauvais temps et qu'on puisse voir les coureurs passer entre ces murs de neige. C'est vrai que c'est des belles images typiques du Giro qu'on a envie de revoir. J'en profite 2 secondes. Effectivement, on a fait une première émission il y a quelques jours déjà de preview de ce Giro sur les étapes clés. Donc, si vous l'avez pas encore vu, allez la voir parce qu'on décortique un petit peu le parcours et notamment les moments clés de la course. Voilà, comme on vous l'explique dans cette émission, la course va beaucoup se jouer en dernière semaine avec des étapes très très dures. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette première preview et puis on en fera évidemment une dernière dans quelques jours où on parlera plutôt des animateurs de ce Giro, ceux qui sans jouer le classement général vont nous en mettre plein les yeux pendant ces 3 semaines. Et puis je fais un petit peu de promo également pour la toute nouvelle émission lancée par nos camarades Latorne et Nico, Enlève les roulettes. Voilà une émission un petit peu novatrice pour Radio Fringale, mais qui est dédiée finalement à un public qui connaît pas encore très très bien le vélo et qui a envie d'en savoir un petit peu plus sur les bases de ce sport professionnel. Donc ils ont fait une première émission vous expliquant ce qu'est un grand tour et notamment ils parlent du Giro, comment ça fonctionne,
comment ça fonctionne sur 3 semaines, qui brille, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si ces formats-là également vous intéressent à aller les écouter, à les commenter, etc. Et avec, oui. je précise, avec une merveille de générique. Ah, tout à fait. Voilà. On sait que la Torne nous prépare toujours des petites surprises, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Eh ben, revenons à nos moutons, les gars, ou plutôt, on va dire, à nos favoris, parce que ça y est, c'est vraiment, on va dire, c'est quand même la plus grosse de nos 3 previews, puisque c'est là vraiment qu'on va... Comme vous connaissez chez Radio Fragal, nos pronos légendaires, on a toujours raison. Donc c'est ici que vous allez apprendre avant la course qui va remporter ce Giro, qui va terminer sur le podium. Et je suis accompagné de 2 experts pour ça. Donc ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas Poppy, grand expert en pronos comme tu avais pu le montrer l'année dernière. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous guider vers la bonne voie. Voilà, tout à fait. J'aime bien lancer comme ça des petites piques au vol. Hein. Tu connais. On l'apprécie. Voilà, avant de parler des favoris de qui a gagné, déjà on peut se pencher un petit peu sur la start list. Moi, quand je vois cette start list, il y a beaucoup de monde. J'ai envie de dire que finalement, à part les 3-4 plus grands coureurs actuels mondiaux sur les grands tours que sont Pogačar, Vingegaard, Remco et peut-être un Joe Almeida, derrière, j'ai l'impression qu'il y a quand même tout le monde. Moi, je trouve que c'est une start list qui est à l'opposé total de l'année dernière où on avait un monstre, Tadej Pogačar, et puis ensuite on avait, alors sans dénigrer les coureurs qui étaient présents, mais une qualité, une densité assez faible. Cette année, il y a pas de monstre, mais il y a une densité que je trouve très forte. Est-ce que pour vous, et c'est là où ça va être très différent de ce qu'on a vécu depuis le début de l'année avec des monstres qui écrasent les courses, est-ce que pour vous, et peut-être Adri, tu vas pouvoir commencer, on a le grand tour le plus ouvert depuis de nombreuses années? Bah oui, en tout cas, je te rejoins sur la comparaison avec l'année dernière où il y avait Pogačar et il y avait pas les meilleurs coureurs de grand tour en face de lui. Là, on a aussi l'impression que les autres coureurs de grand tour, hormis les 3 que tu as cités, ont calqué leur saison sur le fait que ni Pogačar, ni Vingegaard, ni Evenepoel n'allaient sur le Giro. Et ça, je pense que c'est bien pour. Déjà, ça prouve aussi que c'est assez intelligent de leur part parce que de toute façon, on voit actuellement que, quand on voit les écarts sur le dernier Tour de France, on voit qu'ils sont pas du tout dans la même catégorie. Et ça ouvre la course, ça ouvre les possibilités de victoire pour certains, même de podium pour d'autres. On pourrait avoir des surprises, effectivement. Voilà. Alors après le parcours, vous en avez très bien parlé dans l'émission sur les étapes clés et aussi dans le parcours du Giro. Il va pas forcément se prêter à avoir une course de folie dans les 2 premières semaines pour les hommes du classement général. Mais moi j'aime bien parce qu'effectivement quand on regarde, il y a au moins une dizaine d'équipes où on voit un gars qui va jouer le général, on se dit pourquoi pas, peut-être que pour lui ça peut bien tourner, puis tiens lui aussi. Et ouais, ça va ouvrir la course et je pense qu'il y en a parmi ces gars-là qui vont pas hésiter à tenter des trucs. Ça reste le Giro d'une manière générale, c'est une course qui est plus ouverte avec en général, je dis bien en général, des armadas qui vont pas tout cadenasser, même si ça on en reviendra tout à l'heure quand on parlera des plus gros favoris. Donc voilà, je suis très content finalement de pas connaître le vainqueur à l'avance, un petit peu comme ce qu'on avait eu l'année dernière sur la Vuelta où on avait eu finalement une très belle course. Donc ça, pour le suspense, pour le maillot rose, c'est une bonne nouvelle. Ouais, tout à fait. On se souvient de notre émission de preview de l'année dernière, et carrément, on avait fait une émission sur qui va terminer sur le podium. Tellement on était quasi sûr que Tadej Pogačar allait l'emporter. Donc, ouais, toi aussi, Poppy, là, clairement, ça va être une émission beaucoup plus intéressante qu'on va faire aujourd'hui, en tout cas sur le vainqueur, parce que la liste est longue. Ça va être littéralement le jour et la nuit entre le Giro 2024 et celui de 2025, clairement. Les dernières, Pogačar et Crasto avec plus de 10 minutes d'avance, il était en totale facilité. Cette année, on a vraiment, comme l'a dit Adri, une dizaine d'équipes où il y a clairement un mec qui est là pour jouer le général ou qui peut. Donc ça ouvre énormément la course, surtout qu'on a un parcours qui, on va dire, favorise pas forcément les gros écarts rapidement. Clairement, la course, elle va être sous tension pendant tout le long des 3 semaines. Et avec un pic d'intensité sur cette 3e semaine. Mais clairement, on a des mecs qui ont toujours su se montrer dans les classements généraux et qui, pour la plupart, ont déjà fait des podiums de grand tour. Donc, on a vraiment une densité, un plateau ultra dense
et ça peut permettre d'avoir aussi des très beaux duels. Et c'est une course, c'est rare pour le souligner. Voilà, on a ni Remco, ni Jonas, ni Tadej qui s'alignent dessus. Ce qui permet aussi à chacun de clairement s'alléger l'esprit en se disant que bah, il y a vraiment une potentielle chance de victoire au bout. Donc, pour moi, la course, elle reste extrêmement ouverte. C'est un peu à l'image aussi, enfin voilà, en 2023, c'était un peu la même sensation qu'il y a eu sur ce Giro, avec finalement un Giro très très ouvert, et on avait une super bataille. Alors certes, il y avait quand même du Roglic, du Thomas, etc. Mais derrière, on vient quand même avec du Kuss, du Caruso et du Thibaut Pinot. Donc ouais, clairement, on a une très belle densité. Et sur une course comme le Giro, en général, ça fait toujours enfin, ça fait toujours bonne affaire. Ouais, tout à fait. Alors que je viens de recevoir une alerte info, Tadej Pogacar estime ne pas avoir fait assez d'efforts sur les courses depuis le début de l'année et estime devoir disputer le Giro pour préparer mieux le Tour de France. Ça serait exceptionnel. Non, non. C'est con, mais exceptionnel. Il va nous la laisser cette fois-ci, Poggi. Donc, ouais, moi, je suis d'accord. En fait, bah, c'est vrai que c'est top de voir les vrais champions à l'affrontement, mais on aura le Tour de France pour ça. Et moi, je suis comme vous, les gars, je suis très content de voir cette start list assez ouverte et de me dire que voilà, on peut en tout cas avoir une bataille très très ouverte pour le classement général. Bon, si on a fait le tour un petit peu de cette vue d'ensemble, je vous propose qu'on rentre directement dans le dur du sujet. Malgré tout, je pense qu'on en parle un petit peu depuis le début de l'année. Il semble qu'il y a quand même, de ce qu'on a vu, voilà, depuis janvier, deux grands favoris qui se détachent. On va pas se le cacher, que ce soit même chez les bookmakers pour ceux qui parient, et puis même on en a parlé depuis le début de l'année, ils se sont notamment affrontés durement sur le Tour de Catalogne. C'est Primož Roglic, le leader de l'équipe Red Bull Bora. On le rappelle, 4 fois vainqueur de la Vuelta, vainqueur d'un innombrable d'un nombre incroyable de courses par étape, vainqueur de nombreuses courses, également vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, et puis à côté la pépite, l'étoile montante du cyclisme, Juan Ayuso, voilà, qui a 22 ans, qui est le plus jeune coureur de l'histoire moderne à avoir fait podium d'un grand tour, puisqu'il a fait podium d'une Vuelta à 19 ans, qui est une pépite qui monte, qui a été un petit peu freinée par des chutes, des blessures les dernières saisons, mais qui a un gros potentiel. Voilà, on annonce quand même ce duel entre ces deux coureurs. Vous en avez chacun choisi un, vous n'êtes pas forcément d'accord, et c'est là que ça va être intéressant. Donc je vais vous laisser un petit peu annoncer chacun qui pour vous est le grand favori de ce Giro et pourquoi, et puis peut-être on pourra en discuter. Peut-être qu'on va commencer avec toi, Adri. Qui est-ce que, entre ces deux coureurs, tu penses être le favori malgré toute cette course, si tu devais te mouiller? Eh bien, écoutez, moi, je choisis Primož Roglic, tonton Primož, à la faveur de mes pronostics. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que je pense que c'est un Giro qui va se gagner aussi à l'expérience, parce que ça va être très, très tactique et très serré, pendant un bon moment sur ces 3 semaines, je pense. Et qu'en termes d'expérience sur des grands tours, Roglic, il est quand même au-dessus de tous les adversaires qu'il aura affrontés là sur ce Giro. Il m'a vraiment impressionné au Tour de Catalogne, notamment par cette dernière étape où il n'hésite pas à attaquer, à se lancer dans un raid qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir faire, mais j'ai trouvé sa manière de courir très intelligente et franchement, c'est une valeur sûre. En fait, je prends pas un gros risque non plus. Sa dernière tentative sur le Giro, il a été ponctué d'un super succès. Roglic, quand il termine un grand tour depuis 2019, c'est à chaque fois sur le podium. Donc ça aussi, ça montre un petit peu sa régularité. Et le fait que ça soit serré, ça peut aussi favoriser pour lui les finishes qu'il est capable de faire sur certaines étapes, et voilà, même si on parlera d'Ayuso après, il a également un bon finish. Mais voilà, alors il y a cette étape, vous en avez parlé dans les étapes clés, voilà, il y a les chemins blancs où je pense qu'il va serrer les fesses très très fort. Attention à lui là-dessus, hein. Voilà, on sait qu'il a aussi pas mal de malchance. J'aime pas forcément appeler ça de la malchance, mais il a souvent des chutes et des soucis. Ça arrive rarement par hasard, hein. Alors ça peut, hein. Un coureur tombe devant vous alors que vous faisiez tout bien, et puis voilà, c'est pas de bol.
Mais voilà, il est pas à l'abri de petits pépins comme ça. Mais voilà, pour l'instant, sur le Giro, si on met à part sa première participation en 2016, c'était son premier grand tour et c'était pas le Roglic qu'on connaît maintenant en termes de coureur du général, même s'il il avait remporté un chrono, voire deux, je me souviens plus. Mais en tout cas, il avait été vraiment monstrueux sur. Enfin, c'est là où on l'avait vraiment découvert. Il fait 3e en 2019 sur un Giro où il se regarde beaucoup avec Nibali, et Carapaz en profite et il se fait un peu avoir alors qu'il était peut-être plus fort que ses adversaires. Et en 2023, oui, ce Giro était long, mais était un peu ennuyeux, mais à la Roglic, il s'impose. Alors en général, quand Roglic gagne, c'est pas forcément les courses les plus extraordinaires en termes d'émotion. On a surtout une intensité dans les derniers kilomètres. Mais voilà, il y a quelques étapes en 3e semaine qui je pense vont bien lui aller. Et puis voilà, autant pour revenir sur cette saison. Sur le Tour d'Algarve, je l'avais vraiment pas trouvé dans le coup, mais son Tour de Catalogne m'a fortement rassuré. Il fait une très très belle course et également il y a un facteur, c'est qu'on en a déjà parlé ici. L'équipe Red Bull réalise vraiment un très très mauvais début de saison vu vu le budget, on va dire, et vu les coureurs qu'il y a sur le papier. Et en fait, c'est lui le seul qui a relevé la barre pour cette équipe depuis le début de saison, hein, parce que clairement, là on le voit. Hein, de toute façon, il a trois succès pour son équipe et c'est les seuls succès de son équipe depuis le mois de mars. Il y en a pas eu d'autres depuis, donc je pense que clairement Martinez, Hindley vont se mettre à son service en montagne. Et je pense qu'ils seront très bons dans ce rôle d'équipier. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai envie aussi de voir Roglic s'imposer, mais je pense qu'il peut clairement être le favori. Merci beaucoup Adri. Donc face à toi, on a Poppy qui nous a confié avant l'émission que lui pensait que Juan Ayuso était le favori. Poppy, est-ce que Adri t'a un petit peu retourné le cerveau là avec son argumentation? Est-ce que finalement tu pencherais plutôt sur Roglic ou non finalement tu penses que Juan Ayuso va triompher sur ce Giro? Bah non, mais de toute façon, pour moi, ils sont vraiment à un niveau très équivalent. Voilà, franchement, la Roglic a toute l'expérience pour lui. Ayuso est beaucoup plus jeune mais pour moi, il y a un truc en plus sur Juan Ayuso, c'est que j'ai l'impression que après avoir fait ce Tour de Catalogne face à Primož Roglic, j'ai l'impression que Juan Ayuso va savoir un petit peu à quoi s'attendre. On sait comment court Roglic sur les étapes de montagne. Quand on voit les arrivées de ces étapes du Giro notamment, où il y a beaucoup d'arrivées au sommet finalement. On sait comment ça se passe en général. Roglic suit le rythme et puis ensuite il met son dernier coup de pédale dans les 200 derniers mètres, 150 derniers mètres pour aller s'imposer. J'ai l'impression et j'ai le sentiment que Juan Ayuso, en s'attendant à ça et en ayant aussi la bonne équipe autour de lui, sera capable de déjouer cette tactique de Primož Roglic et d'aller chercher en fait des victoires en solitaire. Pour moi, Juan Ayuso, il est aussi très très fort en 3e semaine, là où il sera, où le Giro élèvera clairement son niveau d'un cran. Ça sera en 3e semaine. Je le vois vraiment très très fort là-dessus. Et autre point qui, pour moi, est pas du tout à prendre avec des pincettes, c'est que pour moi, il a clairement le meilleur lieutenant de ce Giro qui est Adam Yates. Adam Yates qu'on avait vu sur le Tour de France en lieutenant de Pogačar. Notamment, on se souvient qu'il avait pris une échappée pour ensuite... il avait attaqué justement pour déjouer Jonas Vingegaard et ensuite, derrière, Pogačar l'a rejoint. Je pense qu'Adam Yates sera vraiment un facteur clé dans ce Giro, là où, voilà, même si la Red Bull a une très très bonne équipe, hein, voilà, on pense à des Martinez, à Hindley, Tratnik, etc. Pour moi, c'est quand même un cran en dessous et j'ai l'impression que cette présence et cet appui d'Adam Yates, qui est aussi un coureur à l'expérience, va clairement en fait atténuer la Red Bull. Et je vois Adam Yates très très fort et emmener Ayuso vraiment sur un plateau pour aller chercher la victoire. En plus, Ayuso est un très très bon rouleur aussi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus.
Et c'est un coureur qui a faim. Voilà, ça fait maintenant quelques années qu'il est dans le peloton professionnel. Il est dans la bonne équipe, qui est une équipe qui en plus récupère beaucoup de victoires grâce à Pogacar. Mais il n'y a pas que Pogacar dans la UAE. Il y a aussi d'autres coureurs. Et Ayuso, pour moi, a l'occasion de se placer en gros numéro 2 de l'équipe UAE. Et pour ça, ça passe forcément par une victoire sur le Giro. Je pense que s'il gagne pas ce Giro, Ayuso, j'ai peur que cette place de numéro 2, peut-être elle lui passe un petit peu sous le nez par rapport à Almeida par exemple. Mais voilà, avec une équipe, on a aussi, je pense, voilà, Rafael Maika qui est pas dans le top de sa forme, mais qui en termes de lieutenant est toujours remarquable, ou encore un mec comme McNulty et Vine qui font aussi très bien le travail. Donc franchement, Ayuso, pour moi, il a deux avantages, c'est cette force en troisième semaine, et aussi évidemment cette très grosse armada UAE sur ce Giro. Adri, je vais te laisser répondre et dire un petit peu ce que tu en penses de tout ça, de Juan Ayuso, de son équipe. Est-ce que son équipe est au-dessus? Est-ce que ça peut aussi être un problème? Ouais, en fait, son équipe, elle est costaud, mais c'est pas Adam Yates qui se met au service de Pogacar dès le départ. Même si les courses qu'on a vues depuis le début de saison, Adam Yates c'était clairement en dessous d'Ayuso. Il a rien fait d'extraordinaire, ni sur Tirreno, ni sur le Tour de Catalogne où il était aligné avec lui. Je pense que Adam Yates, dans un coin de sa tête, il se dit attends, en plus les 2 premières semaines elles sont pas hyper compliquées, je devrais pas perdre trop de temps. Alors sûrement un petit peu sur les 2 chronos par rapport à Ayuso, mais je vais pas être trop loin. Donc moi je le vois pas forcément se sacrifier à 100%, surtout alors du moins tant qu'il perd pas beaucoup de temps au général. On sait que Adam Yates peut nous faire des trous d'air monumentaux, et à ce moment-là, oui, il se mettra au service d'Ayuso. Moi, je pense que par rapport en termes de lieutenant, un Isaac Del Toro sera beaucoup plus à même de se sacrifier, et ça peut faire aussi très mal et servir beaucoup à Ayuso. Ayuso, en fait, moi j'ai un peu peur de ce qu'il nous a fait à la dernière étape du Tour de Catalogne. Là, un peu un jour où il est un jour sans, ou un jour où il est pas dedans. Et t'en as parlé très bien, Poppy, que il était attendu, et que si jamais là il claque pas le Giro, on sait pas, il sera sûrement peut-être plus numéro 1 sur un grand tour. On sait pas comment ça sera les années suivantes. En tout cas, pas tout de suite. Et moi, à mon avis, il a beaucoup de pression, Ayuso, et je sais pas comment il va gérer ça, parce que c'est quelque chose de faire un podium. C'est monstrueux de faire un podium de grand tour à 19 ans. Mais tu fais 15e, personne t'en veut. Là, la pression, elle est pas la même, et il a clairement l'étiquette de favori. Je sais pas comment est-ce qu'il va assumer ça sur un grand tour, sur le Giro. Donc voilà, moi je le vois bien, être bon, être très bon, et puis sur une étape passer à côté, et là perdre pas mal de temps, là où Roglic me semble plus constant et une valeur sûre en fait. Voilà. Ayuso, j'ai un peu peur de ça, qui passe à côté de certaines étapes, et qui soit au final un peu trop juste. Ouais, et moi c'est ma question aussi, tu vas me dire ce que t'en penses, Poppy, mais est-ce que vraiment on a une équipe 100% mobilisée, à ton avis, derrière Juan Ayuso, ou est-ce que Adam Yates, qui a fait un début de saison, on va le dire, très 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 discret, malgré sa victoire à Oman, mais tout le monde n'était pas là, et puis d'ailleurs il a remporté aucune des 2 étapes de montagne là-bas. Sur Tirreno, il était complètement absent, sur la Catalogne aussi, il me semble. Ouais, voilà, il était quand même il était à la ramasse. Il a pas beaucoup aidé Juan Ayuso. Est-ce que c'est parce qu'il est à la ramasse? Est-ce que ça peut être parce que aussi il y a manque d'affinité avec Juan Ayuso? Ou est-ce que ça peut être parce que secrètement, il espère aussi, lui, qui a quand même prouvé avec une 3e place sur le Tour de France qu'il pouvait être très fort, vainqueur du Tour de Suisse l'année dernière, que lui aussi, il peut jouer sur ce Giro, il peut jouer quelque chose. Et je pense aussi à des mecs comme Del Toro, comme McNulty. Est-ce qu'on a vraiment une équipe UAE, à ton avis, totalement soudée derrière le leader espagnol, ou c'est pas aussi simple que ça? Ça sera pas aussi simple que ça, évidemment. Ça, c'est clair. On l'a dit, le parcours du Giro prête pas du tout à avoir des gros écarts dès le début et à définir qui sera en lice pour jouer la gagne ou pas. Mais après, Del Toro est très très jeune. Je le vois mal être en position de jouer le général. McNulty, Vine, je les vois pas du tout à un niveau d'Ayuso.
Et Adam Yates, on l'a dit, il a fait un début de saison extrêmement discret, mais ça reste quand même une très très bonne rampe de lancement. Certes, l'équipe, sur le papier, c'est sûrement une des premières fois où voilà, c'est difficile d'identifier ce qui peut s'imaginer. Quand Pogacar est dans l'équipe, c'est une évidence, bien sûr, et c'est beaucoup plus simple pour manœuvrer. Mais j'ai l'impression que l'équipe, elle va quand même réussir à trouver ses marques, elle va réussir à faire la part des choses. Et voilà, on est quand même dans une équipe UAE qui, on se le cache plus, a pour objectif littéralement de gagner toutes les courses avec ou sans Pogacar. Si l'objectif c'est de ramener Adam Yates à un simple rôle d'équipier en voyant la forme d'Ayuso ou alors les dires d'Ayuso, clairement je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à prendre cette décision. Et puis, même si l'équipe UAE, on sent pas forcément la cohésion dans l'équipe, en fait je me dis Primoz Roglic, pour moi, il va être tout le temps tout seul dans les groupes de favoris. Je vois pas comment Martinez, Hindley vont s'accrocher en fait sur des accélérations de, je sais pas, de Del Toro, etc. Enfin, je vois pas comment c'est possible. Je les trouve pas non plus exceptionnels. On a vu qu'Adamiet n'était pas en forme. Hindley et Martinez, moi, me rassurent pas non plus également. Donc, franchement, ça va être clairement un mano à mano entre les deux. Après, pour moi, il y a un autre facteur X qui peut entrer en jeu. C'est aussi tous les autres. Qu'en est-il de tous les autres? Comment ça va se passer? Parce que oui, la course, elle se passera sûrement entre Ayuso et Roglic pour la victoire, mais derrière, si on a l'attaque d'un mec comme, je sais pas, un Carapaz, un Gaudu, etc., comment ça va se passer? Qui va aller répondre? Est-ce que c'est Yates qui va répondre aux attaques? Est-ce que Jay Hindley va sauter dans les roues? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'explosivité qui peut aussi se dégager. Mais clairement, pour revenir au sujet du AE, on a une équipe qui clairement a pas l'air d'être une équipe qui peut bosser, enfin qui donne pas l'impression que c'est une équipe qui peut travailler ensemble, mais j'ai l'impression que UAE réussira à trouver un peu le juste équilibre pour justement mettre Royan Ozo dans les meilleures dispositions possibles pour aller se battre jusqu'au bout pour la victoire finale. Ouais, intéressant. Je sais pas si tu as une remarque encore, Adri. En fait, je pense sur UAE, puis après j'enchaînerai sur la Red Bull. Sur UAE, je pense que c'est aussi compliqué de gérer des mecs. Parce que enfin les gars c'est quand même des monstres en termes dans le peloton international, qui d'habitude quand ils se sont alignés avec Pogacar c'est pour faire l'équipier point barre, et là ils ont leur chance sur un grand tour de briller, d'être un peu plus à l'avant. Adam Yates, ça se trouve c'est une de ses dernières chances de briller sur un grand tour. Alors c'est sûr qu'il faudra qu'il soit dans une meilleure forme que cette année, voilà, j'ai envie de voir, je suis très curieux de voir un gars comme Jay Vine aussi. Comment est-ce qu'il va se comporter? C'est malheureux, je veux pas lui souhaiter, voilà, mais non, ça peut avec Roglic. Ça peut arriver. Del Toro, je suis très très curieux de voir Del Toro pour son deuxième grand tour. On en reparlera après. Parce que à mon avis, il va vraiment faire quelque chose de costaud sur ce Giro, et voilà. Mais pour UAE, en fait, j'ai à mon avis vu le parcours et vu la difficulté de la troisième semaine et les 15 premiers jours plutôt simples, on va dire, ils vont essayer de garder plusieurs gars, 2 voire 3 mecs dans le général, au cas où il y a un souci pour l'un ou pour l'autre. Et finalement, je pense que ce qu'il faudrait qu'il leur arrive de mieux, c'est que il y ait plus, par exemple, que Ayuso en course dans le coup pour le rose après 10 jours. Où là, la question de la hiérarchie, elle va pas se poser et ça va être logique. Et je sais pas comment ils vont arriver à gérer ça intelligemment. Moi je les vois bien un peu se dire on garde 2-3 mecs au cas où, et puis finalement après on compte un peu ses coups de pédale à certains moments, et que tactiquement ils arrivent pas forcément à bien exploiter. Donc voilà, je peux me tromper, mais voilà sur UAE. Et puis pour Red Bull, Martinez l'année dernière il fait 2e du Giro, personne pensait qu'il allait réussir son Giro vu le début de saison. Donc voilà, et Hindley c'est un peu pareil, hein, les années où il a brillé sur les grands tours, on l'attendait pas forcément à pareille fête, et puis finalement il arrive, il est dans le coup, et en fait c'est des gars de grand tour aussi, ils ont l'expérience maintenant. Hindley il a déjà fait 8 grands tours, Martinez il en a fait 11. Je vous dis même pas le nombre de grands tours de Roglic, mais ça doit être la quinzaine.
Donc ils savent faire en fait, ils maîtrisent. Et puis on a aussi un gars comme Giulio Pellizzari qui peut qui sera aussi forcément utile à Roglic, et c'est simple parce que c'est tout pour Roglic. Et là je pense que la hiérarchie en tout cas de la Red Bull me semble moi mieux construite, et ça va forcément un peu plus les avantager sur ce point-là. Ok. Moi, je vous donne mon avis rapidement. Je vais plutôt aller du côté victoire de Primoz Roglic, ce que je pensais pas forcément en début d'année, ce que j'avais pas dit dans l'émission de prono. J'étais vraiment côté Juan Ayuso. Moi, je pense aussi qu'il faut. Red Bull a beaucoup loupé son année, mais surtout sur la partie des classiques. Mine de rien, sur les courses par étapes, t'as Lipovic qui fait deuxième de Paris-Nice, Hindley qui doit faire top 5 sur Tirreno, Roglic qui remporte la Catalogne. Donc, et puis pareil, Lipovic très fort sur le Pays Basque. Ils sont là. Je pense quand même qu'un Giulio Pellizzari comme lieutenant en montagne, ça va faire le taf. Vu son niveau sur le dernier Giro, je pense qu'il sera très très fort. Et pour le coup, là où j'ai l'impression qu'on a une armada complètement rangée à 100% derrière Primoz Roglic sur le Giro, je pense que sans le patron Tadej Pogačar chez UAE, on sent depuis le début de l'année qu'ils sont très forts, mais que c'est vite le bordel. Que ce soit en termes de stratégie d'équipe, moi je suis pas du tout sûr qu'il y a Daniel s'il soit là. Ah oui, Juan Ayuso, je suis là à 100% pour toi, etc. Donc ouais, je suis pas hyper rassuré. Et puis Juan Ayuso, il est très très fort, il est incroyablement fort, il est aussi incroyablement jeune malgré ce qu'on peut penser, il a 22 ans, des vainqueurs de Grand Tour à 22 ans, il y a Tadej Pogačar qui l'a fait sur le Tour de France il y a 3 ans maintenant, mais c'est pas non plus récent, donc pour moi c'est assez équilibré parce que sur les deux se valent à peu près. J'ai quand même l'impression que l'équipe Red Bull est un peu plus rangée derrière Roglic, là où chez UAE ça me paraît plus disparate. Derrière, moi je suis très très inquiet sur la capacité de Primoz Roglic à finir la course, parce que si on compte tous les premiers grands tours qu'il a disputés, hormis le Giro 2023 des 5 dernières années, il en a pas fini beaucoup. C'est bien pour ça souvent qu'il remporte la Vuelta, c'est parce que souvent il se casse la figure sur l'autre grand tour qui fait avant. Donc ouais, j'ai peur de lui sur l'étape des chemins blancs, etc. Donc c'est pas du tout une assurance tout risque, et donc malgré tout c'est ça qui rend ce Giro intéressant, c'est que c'est quand même difficile de pronostiquer entre les deux. Je sais pas si l'un de vous a encore un commentaire à faire ou un truc à apporter là-dessus. Non, après, oui, c'est sûr que, surtout sur le Tour, aussi, Roglic, où les courses sont beaucoup plus nerveuses sur le Tour de France que par rapport au Giro, et sur ces 4 abandons en Grand Tour, il y en a 3 sur le Tour et une sur la Vuelta. Donc, ça reste des courses différentes. Ça veut pas dire qu'il se passera rien. Il y a toujours mais il y a moins d'une manière générale sur le Giro, il y a moins d'abandons sur chute comme on peut voir sur le Tour. Et puis il n'a pas cette pression, parce que le Tour de France, il avait la pression il l'a jamais gagné, il a toujours été très proche, et c'était clairement, quand il était dans la position de pouvoir gagner, il a souvent eu des coups de moins bien, alors que là, ce Giro, il l'a déjà gagné. Je pense qu'il n'arrive pas du tout avec la même optique que sur un Tour de France, donc clairement, ça peut aussi pas mal l'aider. Tout à fait. Je vous propose d'avancer dans l'émission, les gars. Moi, la question que je vais vous poser maintenant, je vais commencer avec toi, Poppy. C'est, est-ce que finalement, on a parlé d'un duel, est-ce que pour vous, ce duel, il est immuable? Est-ce que pour vous, c'est vraiment, là, dans votre esprit, dans une course normale, conditions normales, on parle pas de chute, etc., vraiment, deux mecs qui sont quand même un peu au-dessus des autres, ou est-ce qu'il y a un troisième mec que pour vous, vous pouvez les concurrencer, voire les battre? Et sinon, s'il y a vraiment personne, ce serait qui pour vous le principal candidat au podium à cette troisième place derrière les deux autres? Je te laisse démarrer, Poppy. Écoute, ouais, il y a pas mal de noms qui se dégagent. Il y a pas mal On pourrait aller piocher en fait dans chaque équipe globalement. On pourrait piocher dans chaque équipe un mec qui pourrait jouer ce podium. Moi, j'ai choisi de prendre David Gaudu. Pourquoi? Ouais, l'audace un peu, tu vois. Parce qu'on on a parlé en off, en 40 ans on a eu 2 Français sur le podium du Giro, ce qui n'est pas non plus fameux, mais voilà, David Gaudu, il sort d'un Tour de Romandie qui est loin d'être ouf, enfin même catastrophique. Il est abandonné sur Tirreno. C'est en cours, le Tour de Romandie, c'est pas fini, oui, mais pour l'instant c'est pas non plus vu l'étape du jour qu'on vient de voir là, la 3e, c'est pas très rassurant. Non, clairement. Et puis, oui, c'est vrai que le Tour de Romandie n'est pas fini, pardon, mais voilà. Je trouve pas
pas du tout dedans, quoi. Il y a cet abandon sur Tirreno, donc il y a juste en fait cette troisième place au Tour d'Oman, mais bon, encore c'est une troisième place qui est là. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé le grand Godu, mais en fait, voilà, la première étape d'un Tour de 3 semaines. Il s'est quand même préparé pour cet objectif. Voilà, il s'est mis sur les courses préparatrices du Giro. Il s'est aussi mis sur les Strade Bianche, puisqu'on sait, on en a parlé dans la preview des étapes du Giro. Voilà, il y aura cette partie, cette étape typée Strade Bianche. Il a quand même essayé de faire les choses bien, David Gaudu. Je pense que la Groupama FDJ arrive avec une équipe globalement qui va faire de son mieux, qui va faire de son possible. Mais le parcours du Giro me donne l'impression qu'en fait, je sais pas, je sens que Gaudu peut être dans une bonne échappée, un peu à l'image d'un Vauclair 2011, tu vois. La bonne échappée, être bien placé au général, et derrière, en fait, le parcours pour moi est pas assez dur pour faire des gros écarts, et on peut avoir un Gaudu en fait qui s'accroche à ce podium du Giro, genre par exemple qui est troisième à 1 minute 30 typiquement. Qui derrière en fait maintient cette avance en restant avec un groupe qui serait composé, je sais pas, de mecs comme Bernal, comme Carapaz, etc. Et j'ai l'impression que Gaudu peut être capable de s'accrocher et de maintenir un très bon résultat, pas forcément d'aller faire les bonnes attaques quand il faut, mais en tout cas capable de faire la bonne attaque au bon moment pour se placer au général, et derrière en fait avec un parcours du Giro qui reste néanmoins assez roulant jusqu'à la troisième semaine, ça peut aussi bien coller. Donc en fait, j'ai envie de croire que David Gaudu va avoir cette chance, ou plutôt ce coup de génie, d'avoir le bon placement au bon moment et d'être dans le bon groupe au bon moment pour être placé, en fait, typiquement, tu vois, grosso modo, je sais pas, étape 7, David Gaudu se place bien, boum, ça finit en échappée à 4 minutes d'avance sur un groupe, il se place au général et derrière, bah, ça bouge plus, il finit cinquième du Giro, tu vois. Quelque chose comme ça. J'ai envie de croire à un scénario comme ça, bien sûr, c'est très utopique, hein. Pour moi, il y a beaucoup de mecs bien meilleurs que David Godus qui s'alignent sur ce Giro et qui sont bien meilleurs et plus capables de faire des vrais coups d'éclat durant la course. Mais voilà, la carte Godu, moi, elle m'intéresse. Et c'était aussi pour ne pas parler tout le temps de Romain Bardet, même si on sait que c'est lui mon vrai chouchou. Je vais t'en reparler, je vais te faire en reparler après. Juste ma question, c'est tu parles de David Gaudu vraiment pour jouer un podium, ou tu le vois même capable de rivaliser et de remporter ce Giro? Non, rivaliser, non. Faut pas être fou. Il est clairement loin du niveau des Ayuso et des Roglic. Mais ouais, pour un podium, voire même en fait, plus pour un top 5, tu vois, je sens que ça peut être la bonne carte pour David Gaudu, qui en plus est clairement en recherche de résultats. Ok, intéressant. Vas-y, Alary. Ouais, moi j'y crois pas du tout. Bah, et encore moins dans le scénario que tu t'annonces. Alors même si il va perdre du temps sur les chronos, je pense pas que les gars ils s'amusent à laisser 4 minutes à Gaudu quand même, parce que ça reste Gaudu, et moi je pense qu'il peut réussir son Giro s'il arrive à retrouver justement son mental, ses qualités de grimpeur et sa capacité à s'accrocher et à être bon dans l'école. Mais ça sera au contact des favoris, et peut-être qu'il peut grappiller du temps si à un moment il est loin au général et qui revient. Mais franchement, s'il fait top 5, pour moi c'est très bien, quoi. Je le vois vraiment pas être au-dessus là. Son début de saison, alors il y a cette belle victoire au Tour d'Oman, mais le Tour d'Oman, c'est pas le Giro, hein. D'ailleurs, il bat Adam Yates, qui après a pas mis une roue devant l'autre sur le reste de la saison non plus. Donc j'attends de voir. Je pense qu'au moins il sera déjà dans des dispositions mentales beaucoup plus libérées qu'au Tour de France, et clairement il a rien à perdre, mais ouais, non, c'est compliqué, je trouve Gaudu. Donc moi j'y crois pas. Ben, moi j'ai envie d'y croire, simplement du fait que les étapes difficiles du Giro sont encore dans plus de 4 semaines finalement. Donc voilà, ça peut vraiment donner quelque chose. On sait qu'il a pris du retard dans sa préparation, mais de toute façon c'est un peu notre seule chance française. Il était quand même très très fort sur la Vuelta, donc si j'y crois pas, je suis un peu triste. Donc la raison fait que
Top 5, pourquoi pas. Top 3, là, j'ai quand même vraiment du mal à y croire. Mais t'as bien raison, Poppy, de s'enflammer parce que, voilà, si on restait vraiment que dans la raison, ce serait un peu triste pour le cyclisme français actuellement. Donc, allez, on va espérer une belle prestation de David Gaudu. Mais je crois que toi, Adri, t'avais vraiment un gars que, à défaut peut-être de le voir gagner, en tout cas, tu le vois bien se placer sur la 3e marche du podium. Eh oui, c'est sûr que pour moi, Ayuso et Roglic sont au-dessus et que sur le papier, ça devrait dominer le Giro. Mais genre, le Giro, on sait jamais comment ça peut tourner. On a très souvent des surprises. Qui aurait misé sur Hindley en 2022. Voilà, ce genre de scénario. Et moi, je vois bien Derek G briller et accrocher le podium à Rome. Je trouve que c'est un coureur qui est arrivé c'est à 25 ans qu'il a commencé à vraiment marcher il y a 2 ans là sur sa très belle année 2023 et depuis il progresse petit à petit. Il fait quand même top 10 du Tour l'année dernière, ce qui est pas du tout un mauvais résultat, surtout quand on voit les 3 monstres qu'il y a devant lui. Et quand on regarde les gars qui sont devant lui sur le Tour l'année dernière, il y avait Adam Yates, voilà, et Landa. Landa, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais moi je trouve qu'il monte en puissance et puis il court aussi d'une manière que je trouve intelligente. Il ose beaucoup. Et ça sur le Giro, c'est vraiment une attitude qui peut payer. Et je le vois très bien exploiter cette 3e semaine d'une manière très intelligente. L'année dernière, il était très bien en 3e semaine. Sur le Giro qu'il a fait en 2023, il était tous les jours échappé quasiment sur la 3e semaine. Il fait 3 fois 2e ou 4 fois 2e d'étape. Donc moi j'y crois beaucoup. Je trouve qu'il a nettement amélioré ses qualités de grimpeur et s'il y a des coups qui partent, des trucs à faire, lui il va oser, lui il va y aller. Donc voilà, moi c'est mon prono, le Canadien Derek G. Poppy, qu'est-ce que t'en penses de notre ami Derek G? Bah, j'aime beaucoup évidemment. Il est en forme, Adrien l'a dit, c'est un coureur qui est très intelligent aussi dans la façon de courir. J'aime beaucoup ce choix-là. Je pense que Derek Guy, il a clairement les capacités d'accrocher le podium du Giro. Là où je suis 100% d'accord avec Adrien, c'est que lui, c'est clairement un coureur qui a la bonne façon de courir et qui est capable d'aller chercher justement ce coup magique qui peut lui permettre de gagner la bonne étape. Et surtout, c'est un coureur, je trouve, qui en fait n'a pas vraiment froid aux yeux. J'ai l'impression que Derek G, littéralement, s'il est en forme, il part. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah tant pis, quoi. Il n'y aura pas de regret. Et c'est un coureur qui court un petit peu à l'instinct dans les sensations du moment, et qui calcule pas forcément, même s'il est très intelligent quand il court, qui calcule pas forcément tout au moindre watt, tu vois. Et je sais pas, j'aime bien ce choix. C'est pas un mec comme, tu vois, je trouve que c'est vachement l'opposé d'un coureur comme Mikel Landa, qui lui, pour moi, est un coureur qui va beaucoup calculer le coup et jouer le classement vraiment de manière genre, bon, bah lui est 5e, moi je suis 4e, je reste collé à sa roue, etc. Et puis basta. Derek Guy, pour moi, il a un peu ce côté dynamite, ce côté flambeur en course. Et sur un Giro comme celui-là, qui est extrêmement ouvert et avec un parcours qui est quand même relativement roulant, et pour moi qui est plutôt comment dire, qui est plutôt favorable pour Derek G. Je pense que c'est vraiment un très bon terrain de jeu et le voir sur le podium à Rome, ouais, ça me choquerait absolument pas. Ouais, bah écoute, moi je suis d'accord avec vous les gars. Moi aussi je pense que Derek G, c'est peut-être le 3e homme, en tout cas, à défaut de les voir les lutter face aux 2 meilleurs. Je pense vraiment qu'avec ses capacités d'endurance et tu vois, la première semaine, elle lui va comme un gant avec quelques étapes piégeuses. Lui est capable de se glisser dans des coups, justement. Je pense que l'étape des chemins blancs, là, qui arrive en 9e étape, c'est une étape qui peut très, très bien lui convenir, où lui, il peut créer une décision par rapport à d'autres prétendants
au podium. Donc ouais, j'y crois beaucoup à Derek G. On a bien vu qu'il avait essayé de faire, même sur le Giro il y a 2 ans, qui est là où qu'on le découvre, qui joue en baroudeur. On voit qu'il a une récupération quand même assez incroyable et il faudra être fort en 3e semaine. Le chrono, c'est également un endroit où je pense que, à part Roglic et Ayuso justement, je suis vraiment pas sûr que dans les outsiders, il y a un mec qui roule aussi bien que lui. Donc il roule bien, il roule bien. Clairement, à la régularité, à sentir les coups, etc. Je pense que Derek G, ça peut être lui qui finira sur la 3e marche du podium. Après, moi, j'ai un gars dont je voulais parler, et lui, pour le coup, je pense que c'est peut-être le seul qui va essayer à son niveau de jouer la gagne en plus d'Ayuso et de Roglic. C'est Richard Carapace. Pourquoi? Parce que parmi la liste de départ, c'est le seul qui a déjà gagné un grand tour. Donc lui, il est pas vraiment là pour faire podium. Il est là pour jouer la victoire. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a jamais aucune assurance avec Richard Carapace. Malgré tout, je pense que ça reste quand même un pur coureur de grand tour. Sur les dernières années, même si parfois ça a pu être compliqué, il a toujours réalisé des très bons grands tours. L'année dernière, il finit encore 4e de la Vuelta, mais c'était le 3e plus fort avec Ben O'Connor qui s'était intercalé entre ça. Sur le Tour de France, il a été malade sur le Tour de Suisse et sa préparation pour le Tour de France avait été chamboulé, donc il craque en début de Tour de France, mais derrière il réalise une 3e semaine de folie. Donc Richard Carapace, de toute façon, c'est un mec qu'on voit jamais le début de l'année, mais sur les grands tours, il est toujours présent au rendez-vous. Je me dis que c'est un coureur qui va peut-être arriver pas encore à 100% de sa forme sur le Giro, mais qu'avec ses enchaînements d'étapes de montagne en dernière semaine, il peut quand même briller. Et puis il a ce côté Carapace, j'attaque quoi. Lui, il va pas calculer, il va y aller, il va vraiment tenter. Et je suis quasiment sûr que lui, si Roglic et Ayuso attaquent, par exemple, il va pas calculer en se disant si je veux faire 3e, faut que je monte à mon rythme, etc. Mais il va essayer de les suivre. Donc pour moi, c'est un peu qui tout double. C'est effectivement soit il peut vraiment essayer de jouer avec les deux monstres que sont Roglic et Ayuso et essayer de les concurrencer. Et on sait jamais. Richard Carapace, quand même, c'est un sacré coureur. Et puis on pense également à ce Giro 2019 qui remporte où on annonçait un duel entre Nibali et Roglic et ils se sont aussi beaucoup regardés et Carapace il était tellement fort qu'il a pu partir et qu'ils l'ont jamais revu. Donc ça peut être aussi comme ça, même si maintenant on est 6 ans après ça, donc de l'eau à couler sous les ponts. Ou Carapace, ça peut être également le mec qui finira 4e ou 5e parce que il s'est pas économisé, parce que d'autres coureurs comme Derek G par exemple ont été plus intelligents, ont mieux couru. Donc moi je sais pas, mais en tout cas pour moi, parmi tous les outsiders qui ont finalement, c'est lui seul qui a intérêt à tout donner pour essayer de jouer la gagne parce qu'il a déjà gagné un grand tour, là où des Derek G ou d'autres coureurs dont on pourra parler vont être déjà très satisfaits de faire un podium parce que ce sera leur premier podium en grand tour. Je sais pas comme vous pensez, est-ce que Carapace il peut faire quelque chose ou est-ce que pour vous ce sera un flop? Ouais, non mais t'as raison de parler de Carapace parce qu'effectivement lui il va enflammer la course et il va y aller parce qu'il a rien à perdre non plus et qu'il a cet état d'esprit offensif et pour le coup il y en a plus tant que ça parmi les gars qui jouent le général d'un grand tour qui osent comme ça. Alors ça lui a déjà coûté quelques beaux succès, quelques belles places sûrement, mais il est comme ça et c'est pas à 31 ans qu'on va le refaire. Ah oui, il y a Simon Yates aussi qui a déjà gagné un grand tour. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié parce que aussi, mais ça remonte. C'est vrai que ça remonte encore plus. Et puis, voilà. C'est un peu plus dur aussi pour lui. Effectivement. Mais non, t'as raison. De toute façon, Carapace, c'est un coureur de grand tour, donc en fait, on peut pas trop se fier à ses résultats sur les courses d'une semaine pour savoir s'il va être dans le coup. C'est quand même un gars qui a fait podium sur tous les grands tours. Ça, il y en a pas tant que ça non plus qui l'ont fait. Donc ouais, costaud. Il a déjà gagné un Giro. Moi, c'est un coureur. J'aime bien cet état d'esprit. Et il y va, il attaque et il y a jamais rien qui est fini avec Carapace. Donc ça va être cool de le voir courir. Poppy. Ouais, Carapace, on le sait, un coureur qui enflamme les courses, vous l'avez dit. J'ai quand même un peu de réserve sur sa forme actuelle et sur sa capacité aussi à tout perdre. Mais bon, faut pas oublier qu'il a porté le maillot jaune lors du dernier Tour de France aussi, que c'est un coureur qui est capable d'être sur les bons coups et qui, quand il est en forme, sait courir. C'est un peu le problème aussi de Carapace, c'est que quand il est en forme, il est très très fort et il gère très bien sa course, mais quand il est pas en forme, j'ai l'impression que c'est un peu catastrophique. Donc bon,
On verra bien ce que ça peut donner, mais en tout cas, c'est un coureur qui, pour moi, sera clairement ne sera pas invisible durant la course. Et tu vois, Carapaz, plutôt que de le jouer le général, je pense qu'il va sûrement très rapidement se faire éliminer de cette course-là. Mais tu vois, un coureur pour le maillot Azzurro, Carapaz, pour moi, c'est vraiment le très bon coureur pour jouer ça. Après, il y a beaucoup d'arrivées au sommet, donc ça peut peut-être faire défaut, mais voilà, je sais pas, je trouve quand même que ça peut bien lui coller à la peau. Tout à fait. Alors les gars, avant qu'on passe au Fire Bullet et que ça permette de parler des autres prétendants au podium ou à un très bon classement général, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez une pépite? Alors pour moi, un résultat pépite, c'est soit un mec qui est connu, qu'on attend, mais qui va faire un énorme résultat par rapport à ce qu'on attend, ou alors un mec tout simplement qui va venir s'inviter sur le podium ou dans le top 5 et ce serait un petit peu une surprise ou une révélation pour tout le monde. Je sais pas si Adri, t'as déjà un nom en tête, toi. Ouais, j'ai un nom en tête. Il est colombien. Einer Rubio. Oh. Ah ouais. Survivra-t-il aux 2 premières semaines? Sinon, je vous dis Mikel Landa qui va faire 5e, quoi. Mais ça, c'est pas pépite. On sait déjà qu'il va faire 5e, donc c'est pas pépite. Donc là, moi, je vous dis Einer Rubio. Il fait 7e l'an passé. L'avantage qu'il aura, Rubio, c'est que je vois pas, y aura Quintana. Alors il y a Formolo qui a quand même la canne en ce moment, donc je sais pas à quel point il pourra avoir tant de liberté que ça. Mais pour le coup, c'est le coureur qui, s'il est en forme, peut aller nous claquer une belle échappée qui lui fait gagner du temps. Et puis on sait pas trop pourquoi, ou le genre de coureur qui va garder longtemps le maillot rose à un moment et qui finalement s'accroche et réalise un bon résultat. Donc il fait 7e l'an dernier à la pédale, parce qu'il joue le général toute la course. Donc voilà, ma grosse cote, je l'avoue. C'est une belle cote, ouais, en effet. Allez Poppy, fais-nous rêver aussi. Bah, je vais pas te faire rêver. Moi, je pense à un mec comme Michael Storer, récent vainqueur du Tour des Alpes. Très bien. On se mouille pas trop, mais Michael Storer, voilà, mine de rien, très en forme, très en confiance. Pour moi, il a tout ce qu'il faut pour aller chercher un très bon résultat sur ce Giro. Je pense que il fait pas partie des. Certes, sa victoire au Tour des Alpes et aussi sa très bonne performance, c'est sa victoire d'étape sur Paris-Nice, lui ouvre quand même pas mal de portes et une bonne casquette de gros outsiders. Mais Michael Storer, j'ai l'impression qu'il est capable vraiment de très bien s'accrocher, d'être souvent dans les bons wagons, sans forcément faire de gros éclats. Et derrière, en fait, petit à petit, de grappiller une place par-ci, de grappiller une place par-là. C'est pas non plus un très mauvais rouleur. C'est pas un excellent rouleur, voilà. Mais voilà, Michael Storer, moi, j'ai l'impression que ça peut être la bonne surprise et il peut continuer sur cette très bonne lancée de ce mois de mars-avril où il a été quand même plutôt très très bon. Non, mais c'est plus que très très bon. Je pense qu'il faut en parler de Storer parce que là, il a atomisé la concurrence sur le Tour des Alpes et c'est rien de le dire. Enfin, il a fait passer tous les autres. On aurait dit que c'était du niveau d'un Tadej Pogacar là pour le coup. Moi, je l'ai trouvé vraiment. J'ai jamais vu un Storer à ce niveau-là. Il aurait gagné les écarts. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'il a juste gagné le Tour des Alpes parce qu'il a déjà terminé 2e de cette course en 2022, donc c'est une course qui lui va bien. Mais là, juste derrière, c'était pas des peintres, c'était que des mecs qu'on devrait retrouver quasi dans le top 10 du Giro. Il met 4 minutes à Derek G, il met 5 minutes à Ciccone. Enfin voilà, Jane Félix Gall, 6 minutes. Romain Bardet, il finit à 7 minutes. Non, c'est vraiment. Alors. Adri, t'en penses quoi, toi? Est-ce que simplement Storer, il a passé 10 paliers ou est-ce qu'il est aussi dans une gestion de forme pas pareil que les autres ou il est sûrement aussi en forme beaucoup plus tôt et ça sera pas le même sur le Giro? Alors, mon avis sur Storer, sur sa carrière, c'est qu'il a perdu 2 ans à la FDJ dans sa progression de coureur. J'étais très hypé après qu'il aille à la FDJ après sa super Vuelta en 2021. Je crois que c'était chez DSM à l'époque. Et en fait, je me suis dit, mais je l'ai déjà dit l'année dernière, je me suis dit, ouais, Storer, il change d'équipe, ça y est, il va marcher. Je pensais que c'était pour 2024 et non, là, apparemment, ça a mis un an en plus et c'est pour cette année 2025. Donc non, moi, je le vois vraiment être bon sur cette course. Alors, à voir dans quel état d'esprit il se met. Est-ce que il va vouloir aller chercher des étapes? Est-ce qu'il va vouloir vraiment jouer le général? Moi, je pense quand même que vu ce qu'il vient
de faire autour des Alpes, il doit avoir la confiance au max et il doit se sentir capable de lâcher n'importe qui en haute montagne. Donc ouais, non, Storer, il va être, ce serait quand même hyper surprenant que d'un coup il soit collé. Enfin, moi, je comprendrais pas. Non, mais après, c'est juste qu'il peut avoir, quand certains sont en préparation autour de stage, lui, il peut avoir une forme déjà plus avancée. Moi, enfin, j'étais surtout interloqué par les écarts parce que certes, il faisait un bon début de saison, une belle victoire sur Paris-Nice, 4e de Paris-Nice, enfin voilà, ou 5e de Paris-Nice, je sais plus, mais un résultat dans ce genre-là, ouais. voilà. Mais là, quand même, c'était monstrueux. Et puis, c'est pas le Storer qu'on connaît qui attaquait dans le dernier col. C'était le mec qui partait et qui ensuite sur le plat, alors que Storer, c'est pas réputé pour des capacités de rouleur, il mettait des écarts monstrueux. Donc ouais, non, pour moi, ce serait une des vraies attractions de ce Giro, à voir s'il poursuit sur sa lancée, parce que sur ce niveau du Tour des Alpes, pour moi, il joue, je sais pas s'il joue la victoire, mais il joue clairement le podium, là. C'était un niveau juste incroyable. Donc, ouais, je suis d'accord avec ta pépite, hein, Poppy. Il faudra absolument le suivre, Michael Storer, et voir s'il y a confirmation et s'il reste vraiment sur ce niveau tout le Giro. J'attends vraiment de voir jusqu'où il peut aller parce que c'était ultra impressionnant. Moi, ma pépite, un mec pour moi qui va faire top 5. C'est Isaac Del Toro. T'as déjà commencé à en parler un petit peu, Adri, tout à l'heure. Moi, j'y crois beaucoup. Pour moi, c'est un pur coureur de grand tour. On voit finalement que là où il est le plus à l'aise, c'est sur les montées longues et difficiles, les vraies ascensions de montagne. Là où il est un petit peu moins puncher, notre ami Del Toro, je trouve, mais dès que ça a monté, et notamment je repense à son Tirreno où il lance Ayuso, il fait un travail impressionnant qui fait carrément sauter Adam Yates et il va finir, je crois, 5 ou 6e juste derrière après avoir beaucoup roulé. Del Toro, moi, sur les ascensions longues, il m'impressionne. Il m'avait déjà impressionné sur le Tirreno l'année dernière où il était rapidement décroché au pied des bosses et puis derrière, il finissait juste derrière les tout meilleurs. Donc ouais, j'ai hâte. L'année dernière, il a fait la Vuelta, son premier grand tour, mais il n'est pas arrivé dans une forme éclatante. Et puis je crois qu'il a été malade, donc ça a été un petit peu. Et puis il a fait l'équipier. Enfin, il y avait une grosse équipe chez UAE. Il était clairement pas dans le haut de la hiérarchie. Mais moi, je pense vraiment qu'en haute montagne. Alors à voir comment ils vont l'utiliser parce qu'ils peuvent l'utiliser comme un pur équipier, mais même si en dernière semaine il est bien placé, il fait l'équipier pour Juan Ayuso en haute montagne, je pense que ça peut l'amener loin à la manière dont ça avait amené loin Adam Yates sur le Tour de France 2023 jusqu'au podium. Alors Del Toro, certes, il est jeune, il a 21 ans, finalement il a qu'1 an de moins que Juan Ayuso, donc ils sont pas si éloignés en âge, mais ouais, moi j'attends vraiment et beaucoup d'Isaac Del Toro. Lui aussi roule bien et lui aussi pourrait perdre assez peu de temps. Je pense qu'il va bien se débrouiller sur l'étape des Strade Bianche. J'espère qu'également on pourra miser un peu sur lui et que UAE justement sera... Justement, UAE, ils ont une équipe avec pas mal de coureurs comme ça. Et pour moi, là où ils peuvent faire mal à Primoz Roglic, c'est de miser sur le nombre, d'envoyer Del Toro peut-être à l'avant sur les 2 premières semaines, pourquoi pas, pour aller prendre du temps et derrière pouvoir avoir un petit peu ce coup d'avance. Donc, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'il sera utilisé à bon escient et pas juste simplement sur les 2 premières semaines pour rouler dans les bosses et faire le train. Et je pense vraiment que s'il est encore bien placé en montagne en dernière semaine, certes, il fera le travail, mais moi, ça peut l'amener très très haut dans le classement. Je sais pas quel avis vous avez sur Del Toro. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Rien de plus à rajouter. Je pense que c'est clairement dans ce genre de scénario qui peut faire une très très belle performance et ouais. Donc, voilà, rien de plus à dire que ce que tu viens d'annoncer. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Del Toro sur le Giro. Franchement, je pense que comme statisticien, ça peut être vraiment pas une grosse surprise parce qu'on sait qu'il a un très bon potentiel, mais en tout cas, ça peut peut-être être le début, en tout cas la grosse éclosion de Del Toro. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment il va gérer ce Giro. Tout à fait. Et on va voir ça. Je vous propose de finir par quelques fire bullets parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas pu faire le tour de tous les favoris de ce Giro. Et ma première question, peut-être que Poppy, tu peux commencer. Romain Bardet, il va jouer classement général ou pas? Non, évidemment, il faut se résigner maintenant sur ce bon vieux Romain Bardet. Sur sa dernière saison, je pense qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour aussi maintenant se faire plaisir. Et voilà, je pense que chasseur d'étapes, c'est une très bonne chose pour notre ami Romain Bardet. Ouais, ce serait une erreur de le faire, selon moi. Tout à fait, je suis d'accord avec Adrien là-dessus. Ce serait une très grosse erreur.
Ouais, mais est-ce que aller chercher un maillot rose la première semaine, je pense à la 7e étape là, qui est certes pas hyper montagneuse, mais où c'est des montagnes russes un petit peu toute la journée. Romain Bardet qui a perdu du temps dans les premières étapes, qui part en échappée. Enfin voilà, moi je me dis qu'il y a peut-être à la fois une opportunité d'aller chercher une étape, mais pourquoi pas aussi sans jouer le classement général, mais peut-être d'aller chercher un maillot distinctif. On en parlait en off avec Poppy avant que t'arrives, Titien, tout à l'heure. Exactement. Et effectivement, on se disait même, ça se trouve, sur la première étape, nous refaire le coup du tour. Ah, ce serait ouf, hein. Mais le truc, c'est que sur la 7e étape, j'ai peur qu'il y ait des mecs qui aient la même idée que lui. Et malheureusement, sur une arrivée groupée, je ne trouve pas forcément le meilleur dans ce domaine-là. Et j'ai peur qu'il soit un peu juste, quoi. Donc, mais après, si c'est le me place au général, pourquoi pas. Mais ou la 3e étape avec ce col très difficile à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis derrière, c'est tout plat. Romain Bardet qui part avec ses qualités descendeur, il creuse. Et derrière, avec un petit groupe, ça, je sais pas. Mais en tout cas, mais il aura perdu du temps avec le chrono. Et franchement, même si c'est que 13 bornes, il va perdre beaucoup de temps. C'est vrai, tout à fait. Je pense que c'est un truc qui travaille plus. Ça. Donc en tout cas, il jouera pas le général. Non, faut pas qu'il joue le général. Non, s'il te plaît, Romain. Primoz Roglic va évidemment se casser la figure et abandonner sur l'étape des chemins blancs, et Jay Hindley récupérera le leadership et remportera ce Giro à la surprise générale. Bah non, tu viens de foutre en l'air 20 minutes d'argumentaire là. Oui, mais peut-être que je suis pas très loin de la réalité. Tu sais, Hindley, Titien, c'est fini. C'était fini, le Giro, c'était une fois, pas deux. Qui l'attendait en 2022? Personne. Pas personne. Donc non, ça vous y croyez pas. Non, faut pas croire à ce genre de truc. Ok. Giulio Pellizzari, il fera top 10 de ce Giro. Il y a de quoi, hein. Ouais, je sais pas. Je le vois plus être utilisé de temps en temps sur certaines étapes, et le reste du temps, mon gars, tu te reposes, tu perds du temps pour aider Primoz, et c'est pas comme ça qu'il fera un général. Pareil, Poppy. Je sais pas, franchement, ça peut tout être. Donc, mais bon, je pense que la carte Roglic, elle est claire et nette pour l'équipe Bora, et Pellizzari, pour moi, il s'écartera quand il faudra. Donc, non, je vois mal dans le top 10 si la Bora joue comme ça. Giulio Ciccone, il doit jouer le général selon vous? Ah non. Pour le spectacle, non. J'aime tellement Ciccone quand il joue pas le général. Ouais, et je pense qu'il s'est tellement fait chier sur le dernier Tour de France que, à mon avis, il doit arriver d'autres choses. Et moi, j'ai envie qu'il balance ses lunettes en passant la ligne une fois qu'il a gagné. C'est vrai, ça fait plaisir à des petits enfants au bord de la route, donc c'est assez sympa. Attention à pas se prendre trop d'amende quand même, s'ils gagnent trop. C'est une marque de lunettes qui paye, je pense. Bon, forcément, ce Giro est quand même marquant. C'est le retour d'Egan Bernal depuis sa victoire en 2021. Je suis pas sûr qu'il soit revenu sur le Giro depuis. Egan Bernal qu'on avait l'impression d'avoir retrouvé. Il semblait fort avec ses doubles titres en Colombie au début d'année. Sur la classique, là, je sais plus, la classique à Rennes, là, et il semblait très fort, et puis il se pète la clavicule. Il revient autour de Catalogne à un niveau assez moyen. C'est quoi vos attentes sur Egan Bernal sur ce Giro, et puis est-ce qu'il peut nous sortir un énorme truc? Ah, c'est dur, ça. C'est dur. C'est dur parce qu'en fait, il y a aussi Timon Arensman dans son équipe. Donc en fait, c'est un peu cette. Moi, je les vois bien jouer un peu en duo chez Ineos. Tu vois, la carte Arensman-Bernal ensemble, ça peut pour moi pas mal jouer. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'Ineos a un peu sa stratégie dans la stratégie. Et pour moi, je les vois bien capables de placer et Bernal et Arensman dans le top 10. Mais je sais pas. Depuis son retour d'accident, c'est compliqué sur les grands tours, je trouve aussi, particulièrement. Ou autant sur certaines courses plus courtes ou avec un autre niveau, on le voit, mais par exemple quand on voit l'année dernière au Tour de Suisse, il est plutôt bon, il fait 4/5, mais par contre après sur le Tour il est pas là, quoi, et j'ai l'impression que ouais, non, c'est presque comme si le profil de coureur avait un peu changé, mais on le voit. J'ai l'impression de le voir se dégrader de jour en jour sur un grand tour. Donc j'espère être surpris, mais ouais, je crois pas. Ben moi je pense exactement ça. Je pense qu'il va enflammer et nous laisser beaucoup d'espoir sur les 15 premiers jours du Giro. Je le vois bien être présent, bien briller, notamment sur l'étape des Stradés. Là, lui, l'ancien VTTiste, ça va bien lui convenir. Il avait gagné les chemins blancs d'ailleurs.
En 2021, non? Non, c'était Schmidt qui avait gagné l'étape, je crois. Oui, mais il avait lâché les autres tout le monde, il était vraiment favoris. très fort. Ouais, c'est ça. Donc non, moi je pense qu'il va être très fort, mais je pense qu'effectivement il peut se tasser en haute montagne et je pense que Timena Reinsman, qui sera bien moins spectaculaire que lui, fera un meilleur classement général à l'arrivée. On va parler Haute-Colombien. Nairo Quintana, est-ce qu'il va jouer le classement général ou on se demande encore ce qu'il fait là? Non, il aura très mal dormi. Ouais, n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est Alex Baudin qui est en tête du classement général du Tour de Romandie. J'y pensais en voyant la fin de l'étape. Ouais. Question rapide. Tom Pidcock, est-ce qu'on en parle dans cette émission ou on en parlera beaucoup plus dans la prochaine émission, à votre avis? Ah, la prochaine. Il jouera pas le général. Non, bah il va y aller pour claquer les étapes. L'étape des Strade Bianchi lui correspond parfaitement. Par exemple. Tout à fait. Côté team Jayco Alula, est-ce qu'on aura enfin une bonne performance au classement général de Luc Plapp? Oh. Non, d'accord. Rien que la phrase, elle fatigue un peu, tu vois. Il y a des trucs qui collent pas. Franchement, non. Je pense que vraiment, finalement, c'est peut-être pas un gars de grand tour, quoi. Puis là, cette année, c'est compliqué. Moi, c'est une énorme déception de carrière, franchement. Ouais. Au début, je pensais que ça allait être un mec qui allait tout casser. Surtout chez Ineos, c'est très très décevant. Voilà. Bon, écoutez, il y a une équipe dont on n'a pas encore parlé, c'est la Bahreïn Victorious qui viendra avec comme leader Antonio Tiberi et comme peut-être co-leader Peyo Bilbao. Antonio Tiberi qui fait 5e l'année dernière. Est-ce qu'il peut améliorer son classement cette année? Bah ouais. Et on peut pas l'écarter. On a vu qu'il a fait un très bon Tirreno. Du coup, ouais. Il peut clairement. Son Tirreno, comme a dit Adri, est très rassurant, mine de rien. Malheureusement, il a cet abandon sur le Tour des Alpes, mais bon, après, Tiberi, je trouve que le Giro, c'est une course qui lui convient bien. Donc, ouais, clairement, il peut améliorer son classement. Ouais, et bah écoutez, pour moi, ce sera le duel. Alors, je mets un peu Richard Carapaz de l'équation, parce que pour moi, j'ai vraiment du mal à me statuer sur ce qu'il va faire. Mais pour moi, ce sera le vrai match de la 3e place entre Antonio Tiberi et Derek G. C'est un peu, je pense, les mêmes... ça va être un avec petit peu Storer les en mêmes types arbitre. de coureurs. Oui, avec Storer, c'est pareil. C'est un peu comme Carapaz. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas, j'ai plus de certitude sur le fait que Tiberi et G auront du mal à être offensifs et briller, mais par contre seront assez forts pour aller chercher ce podium, là où j'ai moins de certitude sur des Carapace ou des Storer dont tu as parlé. Il y a un coureur dont on a très rapidement parlé à un moment, c'est Simon Yates. Vous en attendez quelque chose sur ce Giro ou pas du tout? Ça va être l'équipier de Van Aert. Très bien. On reparlera de vous de Van Aert, évidemment, je pense, dans la 3e émission de ce Giro. Donc non, pas de Simon Yates pour remporter le Giro cette année. Non. Ah non, bah non. Non, ouais, on ne sait jamais, hein, mais franchement, je pense que même Olaf Koy peut être mieux classé au général que lui. Oh. Non, c'est vrai, là, c'est pas sympa. On arrive sur la fin. Est-ce qu'on va arriver encore sur l'antépénultième top 10 de Damiano Caruso? Je crois que t'allais dire Guillaume Martin au début, j'étais... Non, il est pas là, sinon je l'aurais dit, mais Damiano Caruso. Franchement, Caruso, tant qu'il est au départ d'un grand tour, il faut y penser. Moi, je pense qu'il y sera dans le top 10. Hein. Il y sera. Il y va. Franchement, il va être 10e avec 10 secondes d'avance sur la 11e place. Et ça va faire comme d'hab, on va pas trop le voir, et puis à un moment on va se dire ah oui tiens c'est vrai il y a Caruso, hop allez. Alors dans 2023 quand il fait 4e, c'était fabuleux. Bon après il est quand même un peu moins en réussite depuis, mais au Tour des Alpes il est pas à la ramasse. Pareil expérience, je pense que ça va. Ouais. Il est là, franchement. Et enfin la dernière, Mikel Landa, il va être là en montagne, il va suivre et puis d'un coup il va mettre les mains en bas du guidon et puis il va partir ou il va flop? Il va partir, il va se dresser sur les pédales et non, Landa c'est pareil, c'est une valeur sûre en grand tour. L'année dernière, il fait quand même un très très bon Tour de France aux côtés de Remco. Et son dernier Giro, il fait 3e, donc ouais, non, il va être costaud. Ouais, je l'attends bien aussi, Landa. Mais pour vous, Landa qui fait top 5, c'est flop ou c'est un bon résultat pour lui? C'est normal.
Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est rien Un bon résultat, c'est jouer la gagne, quoi. Ouais, même podium. Ouais, Podium de Landa. Oui, en tout cas, être dans cette bataille. S'il fait troisième, c'est un très bon résultat. Ouais, mais tu vois, s'il fait troisième à 10 minutes. Ouais, mais ça reste un podium. Ça reste un podium en grand tour. Hein. Il en a pas 50 de podium en grand tour, Landa. Donc du coup, enfin, il en a même que 2, hein, je crois. C'est 2 troisième places sur le Giro. Donc, il a fait 4ème sur le Tour de France. Voilà. Par contre, il a fait 4ème plein de fois, 5ème plein de fois. Donc non, s'il fait à 35 ans, s'il vient chercher un podium, c'est très très bon. Top 5 normal et entre 5 et 10, bof. Eh bah écoutez, on verra ça. En tout cas, merci pour ces petites fireboulettes, mais je ne vous laisse pas repartir comme ça, les gars, puisque il est l'heure de se prononcer. C'est l'heure du prono. Votre podium du Giro 2025. Et Poppy, à toi l'honneur. Bien évidemment, Ayuso en 1. Faut pas non plus, voilà. Roglic en 2, bien sûr. Et puis en 3ème place, difficile, mais allez, moi je vais aller mettre Landa quand même. Roglic, numéro 1. Deuxième, Derek G. Et 3ème, Tiberi. Ouais, moi je mets pas du AE sur le podium, je suis comme ça. Okay. Il est fou. Moi je vais dire premier Primoz Roglic devant Richard Carapace et Derek G. Le Richie Carapace. Ça j'aime ça. Ça j'aime. Ça me plaît. Je mise sur une défaillance UAE. Carapace surprise. On va bien rigoler quand 3 UAE partiront, Del Toro, Yates et 1, 2, 3. Et Ayuso, ils feront 1, 2, 3 et puis derrière il y aura va faire 3ème. Le 4ème ce sera Juan P. Lopez à 10 minutes. Et voilà. Et on va bien se parler. Voilà, tout à fait. Non, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que, il y a quand même on va vivre un cyclisme un peu différent, mine de rien, de ce qu'on a vécu depuis le début de l'année, parce que il y a pas forcément les tout plus grands noms, mais je vous dis encore une fois, c'est une densité impressionnante pour un Giro. Peut-être la plus grosse densité qu'on a eue, en tout cas, sur les 6 dernières années, je trouve. Donc, on devrait se régaler. Bah, écoutez, merci, les gars. Oui. Dites-nous en commentaire, vous, votre prono, votre podium et voilà, le pronostic de podium. Puis on verra si quelqu'un aura eu raison. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, n'hésitez pas également si ce contenu vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu, à liker cette vidéo parce que ça lui donne toute sa visibilité et puis nous, ça nous fait plaisir, ça nous soutient, on est super contents. Comme on vous dit, on fait que gagner des abonnés, on vous en remercie également, ça nous fait plaisir. La chaîne, si elle grossit, c'est également grâce à vous tous, grâce à vos partages, à vos commentaires, à vos likes, etc. Donc voilà, nous, c'est pour ça qu'on fait ça, on partage notre passion avec vous, donc n'hésitez pas à commenter, dites-nous tout ce que vous pensez des favoris de ce Giro, et puis nous, en tout cas, on va se retrouver dans quelques jours pour la dernière émission intitulée Ils vont briller, qui parlera du coup des animateurs de ce Giro d'Italia. Et écoutez, merci les copains. Et puis, si je vous donne un dernier conseil, si vous allez faire du sport ce week-end, c'est bien de vous alimenter et de vous abreuver parce que la fringale guette. Allez, ciao. Salut tout le monde, ciao. Des bisous à tous et allez Romain Bardet.